Les grandes chefferies, elles sont inscrites dans l'ADN de la Nouvelle-Calédonie. De quoi s'agit-il? D'où viennent-elles? Difficile de répondre à ces questions. Chaque chefferie a sa propre histoire qui lui appartient. Certains historiens du pays ont tenté de retracer leur passé malgré sa complexité. Les traditions orales et les écrits s'accordent pour dire qu'avant la colonisation, l'organisation de la société kanak était différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. Henri Lallier, historien passionné, partage l'histoire de ces institutions. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant la colonisation, les tertres kanaks étaient déjà occupés par des populations que la France va ensuite essayer dans le cadre de la colonisation, de les organiser sous forme de chefferies. Ce sont à l'époque, on parle de lieux-dits, où il y a des clans qui se sont installés là, et chacun savait qui était, si on peut appeler ça chef, mais dans les dialectes kanaks, on parle plutôt de grands frères, de personnes responsables. Grand frère, grand chef, roi, autant de termes pour désigner celui qui a un rôle capital dans l'organisation kanak. Garant de la cohésion et de la paix, il tient une place centrale dans la société kanak. Dans son district, il faut qu'il rassemble le peuple, il faut qu'ils s'entendent, eux, les grands chefs de tout le pays, pour pouvoir faire des projets ou quoi. Et c'est surtout mettre en entente ces sujets, les chefs de clan, les chefs de tribus, les chefs de famille et tous ceux qui sont autour de lui. Après la prise de possession en 1853 de la Nouvelle-Calédonie, la France commence sa politique coloniale. Elle se fait surtout sur la Grande Terre. Les îles connaissent surtout l'influence religieuse. La politique du bagne arrive, il faut organiser la colonie. La Nouvelle-Calédonie va devenir un centre où on va emprisonner des populations européennes. Une fois qu'on va amener ces gens-là à s'installer, il va falloir, on a dû repousser un petit peu les Kanaks de leur terre d'origine. On appelle ça le cantonnement. Et c'est comme ça qu'on a essayé de chercher une organisation pour en fait maintenir les Kanaks sous la domination de la colonisation. Et donc c'est rentré dans le cadre d'un système vaste qui s'appelle le Code de l'indigénat, qui a été voté au Parlement français en 1881, mais qui va être appliqué en 1887 dans toutes les colonies françaises. Les colonisateurs vont bouleverser les structures coutumières existantes. Les chefferies vont être malmenées par la politique coloniale. Nos chefferies traditionnelles, elles existaient avant. Donc mais elles ne s'appelaient pas encore chefferies, c'était des terres, c'était des endroits. Il y avait des grands chefs du Nord qui connaissaient. Il faut savoir que dans le cadre de la répression, il y a des grands chefs qui ont été exilés. Par exemple, le grand chef Boirat a été exilé à un moment donné à Tahiti. Donc c'est pour justement faire disparaître Je pense que la volonté de la colonisation, c'était de faire disparaître l'organisation qui existait ici. Parce qu'elle était négligée, c'est-à-dire qu'elle n'était même pas prise en compte. Alors qu'il y avait une organisation. Une pression coloniale qui va conduire des chefferies à se révolter. La population kanak a dû réagir. Donc il y a eu des révoltes. La plus importante, c'était celle de 1878. La deuxième en 1917, avec le grand chef Noël, mais 1878. Et donc quand on regarde les deux révoltes, quand on fait une analyse un petit peu détaillée des origines, mais on trouve que la source principale, c'est toujours le foncier. C'est toujours la terre. Parce que la population de Grande Terre a été, à ce moment-là, refoulée. Donc on a
on a un peu désorganisé la société kanak d'origine. C'est ainsi que des populations ont été exilées, ont été chassées. On connaît l'histoire, par exemple, de toute la région du centre à partir de la révolte de 1878, où il y a toute une population qui a été immigrée à l'île des Pins, par exemple. Les familles Paoro, tout ça, qui sont de la foi, de la zone de Kharachou, ils ont été exilés à l'île des Pins. Aujourd'hui, il y en a qui sont à l'île des Pins, mais ils connaissent. Donc, dans toute la Grande Terre, il y a toute cette histoire où on a changé les choses. Plus tard, après 65 ans sous le code de l'indigénat, la population kanak peut de nouveau circuler. Les chiffres reprennent peu à peu leur place et s'engagent dans les différentes formations actives du territoire, telles que l'Ouikalo ou l'AICLF. Les vieux, ils ont rappelé plusieurs fois là, que ce sont les grands chefs qui se sont levés à un moment donné, qui se sont concertés et puis qui ont mis en place les outils politiques. Là, on parle de l'Ouikalo, on parle de l'AICLF, pour arriver après à l'UC, puis pour qu'il y ait après un front indépendantiste, tout ça, là, le FLNKS aujourd'hui. Donc ce sont des initiatives des grands chefs. Les différentes chefferies du territoire renouent également leurs liens. Un lien qui va se formaliser en 1981. À cette date, le grand chef d'Île-des-Pins s'envole pour Paris, formaliser ce qu'on appelle le Conseil des grands chefs. C'était dans les années 80. En 81 que M. Wandegou il est parti en Ville-de-Roche pour la déclaration du Conseil national des grands chefs du peuple autochtone. Et quand il est revenu en 81, et c'était Haïfa, Jean-Pierre Haïfa, elle était en assemblée territoriale, qu'il a délibéré la déclaration de M. Wandegou. Mais pour le Conseil des grands chefs, c'était fait par tous les grands chefs qui étaient au Sénat. Et M. Wandegou et le grand chef Kawa, tous les grands chefs, ils étaient là. Bon, il y a d'autres grands chefs qui sont disparus avant. Ils sont disparus, mais ils avaient fait ce Conseil des grands chefs du peuple autochtone. Dans cette continuité, né en 1999 le Sénat coutumier de l'accord de Nouméa et en 2022, Inat Nekanaki, une organisation réunissant plusieurs chefferies du territoire.